C'est bon? Merci tout d'abord de l'invitation. Merci à Claire pour l'invitation, à Claire de HEC. L'objectif de la communication étant un échange, un partage d'expérience, j'ai évidemment, comme mes prédécesseurs, dû employer la première personne à plusieurs reprises, bien sûr, et vous m'en excuserez. Être ou ne pas philosophe, cette question que parfois nous nous posons émerge de façon similaire dans notre problématique aujourd'hui, en se demandant plus particulièrement si l'on doit choisir entre être philosophe ou être manager. Je ne sais pas si, à titre personnel, je deviens philosophe aujourd'hui, mais il ne m'a pas semblé possible d'être philosophe pendant les 15 années où j'ai été manager, que ce soit chez Nestlé, pendant 4 années, où j'étais category manager, Unilever, 8 années comme marketing manager, et enfin le Club Méditerranée, où j'ai tenu le poste de directeur marketing, avant de quitter cette fonction pour celle d'aujourd'hui, enseignant-chercheur à l'ESSEC, directeur exécutif d'une chaire de l'ESSEC et par ailleurs doctorant. Je vous propose de travailler cette articulation entre philosophie et entreprise, quelle réalité finalement entre ces continents, au travers 2 axes. Le premier se demandant si la philosophie peut avoir sa place en entreprise. Le second temps s'arrêtera sur l'importance de la formation philosophique préparant à l'entreprise et l'utilisation de techniques à l'endroit de celle-ci. La philosophie ne semble pas avoir de frontières disciplinaires. Son histoire a plutôt montré qu'elle cherchait à se confronter à toute forme d'activité. Son terrain d'expérimentation étant la cité, tout ce qui peut s'y trouver est potentiellement objet philosophique. Si la philosophie peut laisser croire à son implication dans ces domaines, c'est qu'on pense souvent que la philosophie a toujours un rôle à jouer, morale et éthique, sagesse, prise de recul, raison et vérité. Après tout, pourquoi la vérité n'aiderait-elle pas autant les managers qu'à l'instar des métiers comme infirmière ou médecin? Pourquoi la philosophie ne peut-elle pas apporter aussi quelque chose aux banquiers spécialisés en gestion de patrimoine, au même titre qu'elle apporte quelque chose aux scientifiques? Pour comprendre si la philosophie en entreprise a sa place, il faut bien sûr définir la philosophie. Le problème de cette définition, nous l'avons dit, c'est qu'il y a pratiquement autant de définitions que de philosophes. Tous s'accordent sur la voie de la sagesse, mais la compréhension n'est pas la même ni sur la voie ni sur la sagesse à atteindre. On se doute bien que si tel était le cas, les mots de notre planète seraient bien différents. 3 hommes d'État, qu'ils soient Medvedev, Bush ou Ratzinger, n'ont en commun ni la finalité de la sagesse, ni la voie pour l'atteindre. Je ne définirai donc pas la philosophie, mon avis n'importe peu, et je me contenterai simplement de l'observer. La philosophie s'érige en 2 formes distinctes. L'une, philosophie critique, et l'autre, philosophie pratique. La première forme de la philosophie est fortement basée sur la théorie, la formulation, la critique des concepts des systèmes de pensée, celle qui est omniprésente dès le XIXe siècle, avec Hegel notamment. Elle est essentiellement universitaire, se préoccupant assez peu de la biographie des auteurs, par exemple, préférant se tourner vers le système de pensée de ceux-là, de leur rapport théorique, des hypothèses qu'ils ont pu élaborer. La seconde forme de la philosophie s'élabore sur la pratique concrète de celle-ci. Une philosophie effective, pragmatique. Elle prend son sens dans un art de vivre qui fut élaboré dès l'Antiquité. C'est l'idée d'adopter un mode de vie permettant l'accès à un mieux vivre qui est tout autant contraignant que bénéfique pour celui qui la pratique. Même si dans les faits, philosophie critique et philosophie pratique s'opposent régulièrement, dans le fond, elles ont de nombreux points communs, mais ce n'est pas le débat ici. Ce qui nous intéresse par contre, c'est laquelle de ces 2 philosophies se trouve dans l'entreprise. Et nous croyons fondamentalement qu'il n'y en a aucune des 2. La philosophie n'est à l'évidence pas présente dans les arcanes de l'entreprise. La philosophie critique, de texte, pour l'appeler autrement, ne passera jamais le hall d'accueil d'une entreprise. La philosophie pratique ne s'exercera jamais dans un conseil d'administration. Jamais être étant, pour prendre un parangon de la philosophie critique, a été distribué comme un cadeau de fin d'année, et jamais le jardin des piqûres, pour prendre l'exemple pratique, n'a jamais été implanté sur le terrasse d'un siège social. La philosophie et l'entreprise sont dans une opposition indépassable, ils ne sont pas du même monde. Plusieurs raisons nous poussent à considérer la philosophie et l'entreprise comme incapables de se rejoindre. Les objectifs ne sont pas les mêmes, voie de la sagesse, voie du profit. Les enjeux ne sont pas identiques, s'occuper des hommes, s'occuper des bénéfices. Les indicateurs de réussite sont opposés, le bien-être d'un côté, la rentabilité de l'autre. Il ne faut pas lire dans nos propos une critique envers les entreprises, qui serait le mal quand la philosophie pourrait être le bien. Pour paraphraser Pascal, il faudrait dire que l'entreprise a ses contraintes que la philosophie ne connaît pas. Si les objectifs, les enjeux, les indicateurs ne sont pas les mêmes, c'est tout simplement parce que la finalité n'est pas la même. L'entreprise se constitue pour répondre à un besoin latent, conscient ou inconscient, d'un certain nombre de personnes physiques ou morales. Et c'est son unique finalité. Preuve en est le développement considérable d'entreprises qui sont parmi les plus puissantes, dont l'enjeu humain est réduit au strict minimum. Exemple, Microsoft, mais SAP par exemple, comme les banques sur Internet. Une entreprise comme Starbucks, par exemple, peut posséder toutes les valeurs positives en termes de ressources humaines, en termes de développement soutenable, en termes d'intégration de producteurs dans la chaîne de valeur. Elle demeurera une entreprise dont l'essence sera de vendre du café de façon profitable. Nous répétons que nous ne cherchons pas à qualifier le profit de bien ou de mal, de moral ou non, c'est simplement qu'il est l'objectif d'une entreprise qui, dans le cas contraire, est vouée à sa perte.
Cette dimension incombe des conséquences considérables sur l'aspect social et sociétal de l'entreprise. Celle-ci fonctionne et se développe en rapport avec ses résultats. Petite, rentable, du potentiel, elle recrutera des individus qui viendront étoffer les équipes. Ces individus se développent eux aussi à titre individuel. Ils se verront parfois formés par cette entreprise. Ils toucheront salaire, primes, promotion hiérarchique. La mission de ces individus est simple, continuer à faire en sorte que l'entreprise perdure en se développant. Ils seront donc évalués par des paramètres que sont la progression d'une part de marché, d'un chiffre d'affaires, d'une rentabilité pour les commerciaux et le marketing. Les ressources humaines seront évaluées sur le recrutement et la fidélisation des salariés. La finance sera jaugée au regard des investissements réalisés. Tout cela est cohérent et tout cela, finalement, a du sens dans l'optique d'une direction d'entreprise. Et cela reste tout autant cohérent dès lors que l'entreprise ne vend plus sa production. Le licenciement économique est l'action la plus naturelle et cohérente quand une entreprise ne fonctionne pas suffisamment. L'entreprise est juridiquement et dans les faits une personne, certes morale, mais une personne dont la santé est cruciale pour qu'elle puisse vivre. Son sang, c'est l'argent. Que peut la philosophie dans ce système? Si la philosophie dans l'entreprise, c'est pour une amélioration, que ce soit des résultats comme des conditions de travail pour les employés, ne soyons pas naïfs. L'amélioration des conditions de travail pour les employés n'a qu'un sens, améliorer les performances de l'entreprise. Depuis Henry Ford dans les années 30 à Larry Page chez Google, aucun chef d'entreprise ne s'est caché de cette ambition. Quelle amélioration la philosophie peut-elle alors apporter? S'il semble difficile de croire que la philosophie peut venir améliorer un compte de résultats ou la part de marché, on peut s'interroger sur l'amélioration des individus. La question est finalement, en quoi la philosophie permet-elle d'aider les individus en entreprise afin qu'ils contribuent à améliorer leurs résultats en se sentant mieux? Sur les bases de l'observation de la philosophie que nous avons établie plus haut, il semble de fait écarté que la philosophie critique soit applicable dans l'entreprise. L'étude des textes, des concepts, la discursivité ou la dialectique n'est à l'évidence pas dans son élément. De même que la philosophie pratique semble éloignée de ces possibilités. Prétendant à un art de vivre, un mode d'accès permettant à mieux vivre, on peut difficilement imaginer en quoi le travail en entreprise peut correspondre à un art de vivre. Si les anciens usaient de la philosophie comme pratique vers un mieux vivre, c'était pour faire face aux soucis de la vie quotidienne. Si les managers devaient user de la philosophie, ce serait pour faire face à des soucis d'entreprise. Quels sont-ils? Rentabilité, manque de résultats, confiance en soi, relation à autrui, licenciement. On pourrait essayer de plaquer la philosophie sur ces difficultés, mais la philosophie est-elle vraiment un moyen comme un autre? Elle n'est pas du coaching, cela a été dit, ce n'est pas non plus une technique de développement personnel. On oublie que les anciens pratiquaient quotidiennement la philosophie, c'était une activité majeure de leur temps qui leur permettait d'affronter les soucis de la vie. Quel manager prendrait plusieurs heures de sa journée pour s'exercer à la philosophie entre deux réunions? On n'impose pas la philosophie sur des difficultés afin de les résoudre spontanément. La philosophie nécessite un conditionnement, une vie, une ascèse, un exercice spirituel. Que faire face à un licenciement? Comment peut-on un instant imaginer que la philosophie peut résoudre spontanément la difficulté du manager à annoncer un licenciement? Comment la philosophie peut expliquer à un collaborateur qu'il faudra annoncer le soir même, annoncer à sa famille qu'il va être au chômage? La philosophie ne peut rien si l'on n'est pas philosophe. On ne peut pas avoir une vie philosophique en étant manager d'entreprise. On ne peut dissocier sa vie privée de sa vie professionnelle, et la vie d'un manager est autant partagée, vie privée, vie professionnelle. Le conditionnement mené par les entreprises sur les managers empêche ces derniers d'exister philosophiquement. Dès lors, il faut se demander que peut la philosophie. Doit-elle s'écarter drastiquement du monde de l'entreprise ou doit-elle forcer les portes pour faire bouger les frontières? Mais quelles frontières? Nous pensons que si la dichotomie est si forte entre philosophie et entreprise, que la philosophie n'a pas de préhension sur l'entreprise, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas dans la cité. La cité dont l'essence repose sur une communauté de citoyens entièrement indépendante, souveraine sur les citoyens, qui la composent, structurée par des lois, ne peut accueillir un tel espace que l'entreprise. Érigée en souveraineté privée, autocratique, ténaillée par les crises sociales, du chômage et de la pauvreté, l'entreprise est une sphère dont l'indépendance et la liberté n'est pas ou n'est plus un axe de développement des individus. Encore une fois, nous ne tenons pas à s'ériger contre le monde de l'entreprise, contre un monde de profit et de rentabilité, au contraire. L'histoire montre les nombreux apports des entreprises dans le développement des peuples, par exemple. Néanmoins, elle ne peut pas se fondre avec la philosophie. La philosophie est-elle donc définitivement perdue pour les entreprises? Il semble que oui, dans ce qu'elle est fondamentalement, qu'elle soit critique ou pratique, dans ce qu'elle est une voie vers la sagesse. Deux axes semblent néanmoins à être étudiés. Le premier est la formation des futurs collaborateurs, et parfois collaborateurs actuels, en formation continue par exemple, à la conscience philosophique. Le second apport de la technicité philosophique à l'endroit de l'entreprise, ni philosophie critique ni philosophie pratique, un dernier axe que l'on peut mettre entre guillemets en philosophie technique. Si la philosophie est imperméable au monde de l'entreprise, et réciproquement, il s'agit toutefois de noter que ceux qui font l'entreprise sont des collaborateurs, des individus, dont la conscience, si elle est déformée par les enjeux de l'entreprise, la philosophie est particulièrement peu dispensée en enseignement supérieur, et donc elle peut être préparée en amont de leur intégration en entreprise. Les programmes de formation professionnelle n'intègrent pas ces enseignements.
Les licences, quelles qu'elles soient, à part philosophie, BTS, IUT, n'ont jamais de cours de philosophie, ne serait-ce que d'éthique, de responsabilité. Les programmes de grande école hésitent à inscrire la philosophie dans les cours. Les élèves veulent-ils toujours de la philosophie après, par exemple, des années de prépa? Quelle incidence sur les élèves, mais aussi sur les entreprises qui les embaucheront quand ils viendront dire qu'ils ont fait de la philosophie dans leur grande école? Certaines grandes écoles, polytechniques par exemple, offrent aux étudiants des cours de philosophie morale et politique. L'ESSEC, de son côté, propose des cours de philosophie et commerce, d'éthique et de responsabilité. Mais tout cela est extrêmement faible, à la fois dans la quantité de cours que les étudiants suivront, et à la fois sur le nombre d'étudiants qui sortent de grandes écoles. Et encore, toutes ne le font pas. Si les 5 premières grandes écoles de commerce et d'ingénieurs inscrivent dans leur programme de la philosophie, ce n'est pas du tout le cas de toutes les grandes écoles. Le nombre d'étudiants, quoi qu'il en soit, abordant la notion de philosophie et entreprise, restera indubitablement faible. Il nous semble, malgré tout, que ce soit l'axe majeur qu'il s'agit de creuser. Ce sont les professionnels et dirigeants de demain qui peuvent, seuls, venir insuffler un courant nouveau dans les entreprises. Une perception morale, éthique, responsable, comportementale n'est envisageable qu'avec une anticipation et compréhension qui a lieu pendant les formations, qu'elles soient initiales ou continues. Quand le système des entreprises n'est pas définitivement ou pas encore imposé, il ne s'agira pas de rendre philosophes des individus qui rentrent dans le monde de l'entreprise, mais leur donner les clés à la fois éthiques et responsables, dans le même temps les former à une philosophie pratique qui puisse leur permettre d'avoir une vie heureuse en entreprise, ce qui est loin d'être le cas. Pour cela, je vous renvoie aux 2 études récentes réalisées par la psychologue Marie Peset, qui montrent en quoi les managers qui étaient épuisés auparavant dans leur travail sont maintenant dans un esprit de violence, de sabotage et de suicide. La philosophie est véritablement une réponse à ces mots. Vide est le discours des philosophes s'ils ne soignent pas les passions des hommes, nous dit Épicure, mais cette dimension n'est envisageable de notre point de vue et de notre expérience qu'extrait de l'entreprise. Si l'entreprise semble pouvoir s'articuler avec la philosophie, c'est aussi sous un autre paradigme, un autre angle qui finalement sert l'entreprise, sert ses fins, où la technicité de la philosophie est employée profitablement. En effet, de nombreux axes de la philosophie semblent pouvoir être utilisés à l'endroit de l'entreprise. La philosophie produit considérablement théories, méthodes, propositions, processus qu'il s'agit d'interroger au bénéfice des entreprises. La capacité d'étonnement aristotélicienne, l'épopée husserlienne, le monde réel et le monde des idées platonicien, la connaissance de soi socratique. Ces axes sont des exemples de réalisation de problématiques complexes, savoir s'étonner, savoir suspendre son jugement, savoir être créatif, savoir se connaître. Ils sont souvent cruciaux pour les différents services des entreprises, qu'ils soient marketing, ressources humaines, finances. Et pour les résoudre, font régulièrement appel à des prestataires extérieurs, des consultants. La philosophie permet justement de résoudre ce type de problématiques intellectuelles complexes. En voici quelques exemples. L'innovation dans l'entreprise est un sujet majeur dans les entreprises. Comment faire pour innover? Comment trouver de nouvelles idées génératrices de valeur pour l'entreprise? L'innovation est une posture qui ne se décrète pas comme la capacité d'étonnement d'ailleurs, abordée par Aristote dans sa métaphysique, qui explique en quoi la capacité d'étonnement est une façon de découvrir et apprendre le monde. C'est savoir s'étonner pour permettre l'innovation. Dans la philosophie, l'innovation peut être regardée de façon concrète, avec des exemples très concrets. Thalès et sa célèbre histoire du pressoir à olives, par exemple. Ce peut être Foucault qui, malgré l'amalgame avec l'invention, permet de montrer en quoi l'un et l'autre terme, chez le philosophe français, sont créateurs de valeurs, qu'elles soient artistiques, littéraires, philosophiques. Cette dimension d'innovation, la comprendre et la mettre en œuvre est tout à fait pertinente pour les entreprises et les managers qui doivent apprendre à regarder leur marché, leur environnement de façon différente pour innover. Le changement des organisations est un autre exemple. Le changement est un axe classique du besoin des entreprises pour évoluer, pour se structurer de façon plus efficace. Il s'agit d'apporter à des managers des exemples de changement dans la philosophie, chez les philosophes qui le font par exemple de façon très radicale. C'est le cas par exemple chez Wittgenstein, où le stimulus actif apporté par le changement améliore la philosophie, empêche la pensée de stagner, comme il est tout intéressant d'empêcher la pensée de stagner en entreprise. La connaissance du consommateur, par exemple. Chacun reconnaît dans l'entreprise le caractère fondamental de la connaissance de son client. Toutefois, à part les services marketing, qui rencontrent vraiment le consommateur, peu de monde, peu de collaborateurs. Pourtant, celui-ci est au cœur de la réussite de l'entreprise. Il y aurait à examiner pourquoi personne ne rencontre, à part ces services, l'essence des entreprises. Pourquoi un directeur financier, par exemple, ne rencontre pas celui qui donne son argent finalement à l'entreprise pour effectuer les comptes. Il y a vraisemblablement à s'examiner soi-même, ainsi que le consommateur, ainsi que le client, pour comprendre qui l'on est. Cette connaissance fait autant écho au « connais-toi toi-même » socratique qu'à la notion d'autrui chez Lévinas. Qui est mon entreprise? Qui suis-je dans mon entreprise? Qui est cet autrui? Quel est mon collègue ou collaborateur ou mon client? Un autre exemple, design et esthétique par exemple. Aborder les problématiques au travers un prisme philosophique, c'est chercher à confronter une certaine réalité avec une certaine perception. Le design et l'architecture par exemple, qui se nouent de singularités esthétiques, empruntent bon nombre de concepts de la philosophie, comme comment les caractéristiques par exemple esthétiques, que ce soit de Baumgarten, que de Vico, que de Kant, viennent compléter ou amender une architecture ou un design contemporain.
Ces rapides courts exemples montrent en quoi la philosophie peut être ainsi utilisée, et ainsi être perçue, ainsi être employée. La philosophie devient un outil permettant l'atteinte de résultats d'entreprise, mieux innover, mieux comprendre les changements, mieux connaître son consommateur. Au même titre que les outils de Porter en stratégie ou de Kotler en marketing, ceux de Lerner en finance, la philosophie est peut-être un centre d'outillage pour résoudre des problématiques intellectuelles complexes d'entreprise. La mise en œuvre de ces dimensions s'effectue selon plusieurs prismes. Ça peut être des cours auprès de populations exécutives essentiellement, de la formation continue, car elles sont généralement des managers expérimentés, connaissant les techniques de base pour la résolution de problèmes et qui sont à la recherche d'idées nouvelles. La philosophie semble leur en être une. Du conseil, les SEC, nous avons plusieurs chaires et elles sont notamment conçues pour faire de la recherche avec les entreprises. À titre d'exemple, nous travaillons avec un cabinet en stratégie qui cherche pour ses consultants une façon d'aborder les problématiques de ses clients. Nous travaillons avec eux sur une approche qu'on appelle le design thinking, qui s'inspire notamment de la démarche phénoménologique de Husserl et de Merleau-Ponty. Ça peut être également à travers des colloques, à l'occasion de rencontres académiques et ou professionnelles sur les thèmes de management, de gestion. Nous faisons en sorte de croiser les disciplines en intégrant des axes philosophiques. Au mois dernier, par exemple, à ESSEC, nous avons mis en œuvre le forum Design Management, où à cette occasion, une philosophe de l'esthétique est venue témoigner et apporter un éclairage sur les notions d'esthétique à l'endroit du design et de l'architecture. En conclusion, il semble demeurer la question de l'acte philosophique. Est-il possible ou non dans le cercle de l'entreprise ? Au sens où elle existe aujourd'hui, et depuis plus de 2 millénaires au moins, il nous semble évident de répondre par la négative. L'entreprise ne peut recevoir la philosophie qu'elle soit critique, c'est-à-dire l'étude exégèse ou pratique, c'est-à-dire une mise en œuvre de la vie heureuse. Au cours de mes 15 années d'expérience professionnelle, j'ai vécu d'abord comme un professionnel exclusivement dédié à son métier, à son entreprise. Rapidement, j'ai tenté, à titre personnel, d'insuffler de la philosophie au sens critique ou pratique dans l'entreprise. La compréhension était inexistante. Non pas la compréhension de texte, ni du sens, entouré par des compétences intellectuelles tout au fait de mes propos, mais dans la compréhension et la mise en œuvre concrète et productive. J'ai été écouté, entendu, mais mes responsables hiérarchiques, mes collègues, s'interrogeaient sur la finalité du ici et du maintenant. Ce qui nous rassemblait, c'était l'entreprise. Et celle-ci n'a qu'une fin, croître en étant profitable. La philosophie était alors réduite à une citation, une expérience, une définition. Mais était-ce encore de la philosophie ? En avançant dans ma carrière, alors que la philosophie était devenue bien plus poignante dans ma vie privée, tant en termes d'études que de recherche, j'ai obtenu des postes à la fois plus prestigieux, entre guillemets, et comprenant parfois jusqu'à une dizaine de collaborateurs. J'ai cherché laborieusement à offrir un regard à mes équipes, une considération nouvelle des problèmes, sans succès. Ma souffrance était bien plus grande, car pris dans une tenaille d'un côté l'incompréhension des équipes, et de l'autre la hiérarchie, apprécié, reconnu, rémunéré, promu comme professionnel et expert du marketing, il ne s'agissait pas de dénaturer ma fonction et mes prérogatives au travers de la discipline philosophique. Progressant dans la hiérarchie, devant prendre personnellement des décisions auxquelles la philosophie ne peut répondre que par la résistance, mépris d'autrui, déconsidération du travail, communication hypocrite, vision unilatérale axée sur la réussite professionnelle et le profit, j'ai dû renoncer. Je crois que la philosophie doit rester sur ses prérogatives, qu'elles soient pratiques ou critiques. Elle doit demeurer cette discipline vouée à la compréhension du monde et une recherche de la sagesse. En mettant l'accent sur la formation à la philosophie, comme nous l'avons précisé, nous demeurons encore dans la philosophie. Elle n'est alors pas dévoyée, et je crois que c'est le chemin prioritaire sur lequel nous devons tous nous engager. Il faut s'atteler à former à la conscience philosophique. Cela ne changera certes pas la finalité des entreprises, mais espérons à minima le bien-être des collaborateurs. S'il n'émerge pas strictement de la philosophie de cela, il en restera de l'éthique, de la responsabilité, de l'humanisme. User de la philosophie comme technique, c'est une voie séduisante, et pourquoi pas, mais ce n'est pas de la philosophie. Si l'on essaye de forcer l'implémentation de la philosophie sur le terreau des entreprises, nous ne ressortirons qu'avec un ersatz de philosophie, qu'un saupoudrage de concepts, qu'une vision parcellaire, déformée, usurpée de la philosophie. Nous pourrions même nous interroger sur le risque qu'encourt la philosophie si elle se mue dans un système capitaliste. Si, comme nous l'avons dit en introduction, l'entreprise a ses contraintes que la philosophie ne connaît pas, il semble que la philosophie a sa raison que l'entreprise ne comprend pas. La philosophie ne doit pas se modifier, s'abaisser à l'entreprise pour pouvoir y pénétrer. Il est important de conserver une certaine pureté de la philosophie et chercher préférablement à amener les collaborateurs à celle-ci en les formant. Et c'est la formation sur laquelle nous insistons, ainsi que l'incite Marc Aurèle. Les hommes sont faits les uns pour les autres, supporte-les ou instruis-les. Merci de votre attention.